Je m'appelle Johanna, je suis Head of User Experience chez Target, qui est un industriel qui fait spécifiquement du B2B, qui n'est pas très connu du coup. Et je vais passer le micro à Patoum pour qu'il se présente. Merci, donc bonjour à tous. Donc Patoum Biladou aussi, moi je suis designer de formation et j'ai commencé à travailler dans l'automobile, dans tout ce qui est prospective automobile, services connectés notamment. Puis j'ai fait une thèse en méthodologie de créativité appliquée aux projets complexes. C'est un très long nom pour dire voilà, comment on peut repenser des outils de créativité à l'aune des enjeux qu'on a à résoudre, qui sont des enjeux parfois de complexité et où on a besoin de repenser certaines méthodes et certains process pour être plus performants. Et donc aujourd'hui, je dirige les activités design au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle donc Bluenove. On est spécialisé dans tout ce qui est open innovation, donc innovation ouverte, innover avec son écosystème interne mais aussi externe, et puis dans tout ce qui est technologie d'intelligence collective. Donc on a également une plateforme qui s'appelle Assemble, qui permet de faire des débats en ligne à plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Donc voilà, on est un petit peu impliqué dans ces deux types d'activités. Aujourd'hui, avec Johanna, on va vous parler un petit peu de pratiques de créativité en entreprise, comment et pourquoi. Alors, peut-être deux constats. Aujourd'hui, créativité, c'est quand même le mot un peu tarte à la crème. Créativité en entreprise, on en entend parler de plus en plus. Ça explose aujourd'hui pour à peu près deux grandes raisons. La première, c'est l'injonction un peu d'innover des entreprises qui, du coup, font un petit peu transférer cette pression sur leurs collaborateurs en leur disant, en plus de vos activités, en plus de vos missions, en plus de vos projets de tous les jours, il faut aussi que vous nous donniez plein d'idées pour aider l'entreprise à innover. Et puis un deuxième constat également sur les modes de travail. Du coup, ça déclenche une espèce de diffusion de comment changer nos pratiques et nos méthodes de travail, arrêter ce qu'on appelle la réunionite et faire en sorte qu'on ait des réunions de travail beaucoup plus productives, où on produit vraiment de la valeur et on perd pas du temps en contraintes administratives, logistiques, que vous connaissez sûrement très bien. Donc du coup, cette petite session va se dérouler en deux parties, une partie un petit peu plus théorique maintenant, et puis on s'amusera un petit peu plus après, avec ce que vous avez notamment entre les mains. Une première partie qui est assez importante pour en fait comprendre les grands mécanismes de la créativité. Je vais vous dérouler ces mécanismes à travers quatre grandes questions qui sont des questions que j'entends régulièrement, soit par mes clients, soit par mes différentes expériences. Donc on va essayer de décortiquer la créativité grâce à ces quatre questions. Et ensuite, j'essaierai de vous livrer trois grands leviers qui vous permettent de stimuler facilement, ou en tout cas de faciliter la diffusion des pratiques créatives en entreprise. Alors première question, pourquoi tout le monde peut développer sa créativité? Aujourd'hui, c'est devenu quand même quelque chose d'assez commun, et pourtant, on part de loin. On part quand même d'une histoire où on a deux cerveaux, un qui est gauche, plutôt rationnel, qui manie les chiffres, et puis l'autre, le droit, qui est plutôt l'émotionnel, le cerveau créatif. Pendant très longtemps, ça a diffusé l'idée qu'il y avait un endroit dans le cerveau où il y a des processus créatifs, et que si on muscle cet endroit, on va être plus créatif. Dans les faits, c'est relativement faux, c'est-à-dire que la créativité ne dépend pas de processus qui sont différents ou spécifiques à des processus de cognition classique qui sont les processus de votre cerveau qui vous permet de percevoir et de comprendre en fait votre environnement. La chose qui va être différente entre un individu dit créatif et un individu non créatif, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va utiliser pour nourrir en fait son cerveau. Mais les processus, eux, sont similaires. Deuxième question, pourquoi on a souvent, paradoxalement, les mêmes idées que les autres? C'est-à-dire qu'on comprend qu'on a une sorte de machine qu'il faut alimenter, et on se rend compte que lors d'une séance de créativité, sur un sujet donné, souvent, on sort plus ou moins les mêmes idées. Pour ça, il faut se rappeler qu'effectivement, si on alimente notre machine donc cognitive qui crée des associations permanentes entre des éléments qu'elle perçoit dans son environnement puis des éléments qu'elle a stockés, elle le fait donc à partir d'une sorte de base de données existante.
hein, le mythe de la créativité qui dit que c'est des choses qui n'existent pas, en fait, est rendu caduque de par le fait qu'on vit à peu près tous normalement sur la même planète, et du coup on part tous du même environnement de départ. La créativité, c'est donc pas créer des choses nouvelles, mais créer des nouvelles relations entre des éléments qui, eux, par contre, sont déjà existants. C'est donc ce qui explique qu'on peut avoir les mêmes idées souvent que les mêmes personnes qui ont vécu les mêmes expériences, qui ont les mêmes connaissances que nous, parce qu'elles manipulent un matériau de base qui est le même. Et du coup, quand on échange et qu'on a des réunions des fois avec des personnes relativement dans d'autres secteurs ou avec des profils assez différents, on s'aperçoit par exemple que des gens qui s'expriment par le dessin sont plus créatifs, notamment quand on met des designers dans des équipes, on s'aperçoit qu'ils ont plus facilement des idées ou en tout cas qu'ils arrivent davantage à les communiquer. Et en fait, ça repose sur un mécanisme donc d'analogie et de se poser la question de finalement comment sont stockées les connaissances dans le cerveau. C'est pas des concepts qui sont stockés comme des dossiers sur un ordinateur. Toutes les connaissances, toutes les expériences que vous avez sont stockées comme des grandes nappes d'images, on va appeler ça des images, qui elles-mêmes sont donc reliées à une sorte de métadonnées, effectivement conceptuelles, sensorielles, liées donc à vos différents sens, à votre corps également. Et donc on mémorise en fait les contenus par ces grandes nappes d'images. C'est un petit peu le langage machine, si vous voulez, du cerveau. C'est ce qui fait que quand vous regardez cette image, si vous avez déjà arpenté ce type d'architecture, vous savez que c'est un escalier. Pour autant, si vous savez pas, voilà, vous connaissez pas le mot escalier ou le concept d'escalier, si vous dézoomez un petit peu, vous pouvez voir une sorte d'escargot, une ammonite ou je ne sais quoi, ou encore une spirale. Si vous avez des connaissances en biologie, vous pouvez dire ah tiens c'est l'hélice de l'ADN. Donc ce qui est important de voir ici, c'est qu'en fait l'image incarne et encapsule en fait toutes les connaissances que vous allez pouvoir avoir. Et justement, si vous utilisez des images pour vous nourrir et si vous utilisez des images pour vous exprimer, du coup, vous captez une plus grande richesse de vos connaissances et donc vous avez une capacité à créer des interconnexions créatives qui seront plus performantes. Dernière question, pourquoi souvent une bonne idée apparaît quand on s'y attend pas, hein. Le mythe de la séance de créativité, on arrive à trouver la bonne solution. Pour ceux d'entre vous, j'imagine, dans la salle qui en ont fait passer beaucoup, la bonne idée n'arrive quasiment jamais pendant une séance de brainstorming. Par contre, elle arrive quand vous rentrez chez vous dans le métro, le matin sous la douche, quand vous êtes en week-end et que vous êtes en train de vous balader. Alors comment ça se fait? C'est parce que tout ce mécanisme dont je vous parle depuis tout à l'heure de cognition normale, hein, qui fait simplement transformer des connaissances existantes en nouvelles corrélations, en nouvelles combinaisons, c'est un mécanisme qui, à 80%, en fait, se déroule en tâche de fond dans l'inconscient. Vous n'êtes pas conscient de ce mécanisme-là, c'est votre cerveau qui justement manipule des typologies de combinaisons, plusieurs millions de possibilités, et donc il n'est pas capable de traiter ça de manière consciente. Donc il va mettre en tâche de fond ce travail d'association, et puis il va vous remonter à la conscience que les associations qui sont pertinentes, que les bonnes idées, en fait, qui va vous permettre de formuler et ensuite de raffiner et de développer. Voilà pourquoi il est hyper important de conserver en fait ces temps un peu d'incubation. Quand on dit souvent faites des pauses, allez vous aérer, c'est important d'aménager ces temps-là pour aider en fait votre cerveau à développer donc ce processus et à ne pas l'interrompre. Donc tout ça pour dire quoi? Effectivement, ça c'est l'ensemble des mécanismes de la créativité. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous exprimer également dans ce petit talk, c'est l'idée que c'est pas vous présenter des outils de créativité, des méthodes qui existent déjà, voilà, qui sont accessibles dans la littérature, dans les pratiques et dans, j'imagine déjà, un certain nombre de travaux que vous faites déjà. Je voulais simplement essayer de ramener, de synthétiser l'ensemble de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de pratique en 3 grands axes. Donc 3 grands leviers pour stimuler la créativité. Information, représentation et interaction. Information donc, parce que les individus les plus créatifs, c'est tout simple, c'est les individus qui ont le plus de culture, c'est les individus qui ont le plus de connaissances, qui ont le plus d'expérience. Donc en fait, plus vous allez avoir une base de connaissances riche, plus vous allez avoir une base de connaissances diversifiée, plus vous allez augmenter en fait vos possibilités de créer des associations pertinentes et donc de produire des nouvelles idées.
Attention toutefois, on ne parle pas simplement d'avaler une quantité de bouquins et de concepts. Il s'agit aussi de vivre ces connaissances-là et donc de les expérimenter le plus possible dans le vrai monde, entre guillemets, avec tous vos sens, avec l'engagement de votre corps pour récupérer un matériau qui sera le plus riche possible, qui sera polysensoriel, avec du visuel, du conceptuel, du sensoriel, olfactif, gustatif, etc. Un grand cuisinier, c'est quelqu'un qui a goûté énormément de produits. Un grand parfumeur, c'est quelqu'un qui s'est éduqué à un nombre d'odeurs assez phénoménal. Et du coup, l'outil en fait de créativité par essence, c'est celui qui est à la base de la construction des connaissances dans votre cerveau, c'est la structuration par analogie. En fait, faire des analogies, c'est le meilleur outil qui va vous permettre de justement trouver les meilleures combinaisons d'éléments existants et qui va vous permettre de produire les meilleures idées. Ici, hein, si je pense à BlackBerry, j'ai du coup dans mon cerveau tout le référentiel qui va correspondre au concept de BlackBerry, puis ça va m'aider derrière à designer par exemple mon logo ou à imaginer mon clavier avec les différents reflets, etc. Deuxième point important, les représentations. On l'a vu, en fait, ce contenu, il est très important pour que vous soyez riche d'une matière à transformer, mais le format également est très important. Donc notamment, si je suis par exemple en train d'imaginer le futur d'un cockpit automobile, ça ne sert à rien de faire une séance de créativité avec un mur blanc et des post-it de couleur, parce que ce qu'on veut, c'est construire un futur cockpit d'automobile. Donc transformer l'outil pour toujours immerger par la représentation des participants, par exemple, à une séance de créativité, ça va vous permettre à la fois de mieux stimuler le cerveau de vos participants parce qu'ils vont pouvoir davantage se référer à des expériences, à des connaissances qu'ils ont vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de voir, et également ça va leur permettre de mieux s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir un référentiel commun pour ensuite pouvoir travailler ensemble de manière collaborative. Ce que je vous décris là, ça marche pour des choses très figuratives, mais ça marche également pour des éléments plus conceptuels. Quand on doit designer des services, des expériences, des business models, on peut réutiliser le langage formel de manière plus abstraite pour évoquer à notre cerveau des notions d'intérieur et d'extérieur, des notions de relation et d'interaction. Et pour donc continuer à la fois à le stimuler pour qu'il nous aide à produire des idées et en même temps à garder cette discussion et cette collaboration avec les différentes parties prenantes. Enfin, la représentation peut à un moment donné aussi devenir tangible. On parle alors d'objets intermédiaires. C'est des objets qui vont finir par servir un petit peu de médiateur entre vous et les autres personnes avec qui vous allez collaborer. C'est des objets qui vont permettre donc de projeter vos intentions, vos idées. Et les personnes qui vont pouvoir collaborer avec vous vont pouvoir justement traduire et comprendre de manière plus facile, avec un langage donc, qui est commun, les différentes idées que vous allez proposer, ce qui permettra une meilleure collaboration. Dernier point, interaction. On a dit qu'il fallait des connaissances très diversifiées, qu'il faut le plus possible se rapprocher du langage machine du cerveau. Il faut également interagir énormément selon trois aspects. Déjà, ne pas oublier que la séance de brainstorming ne fait pas tout. La majorité des idées arrivent quand en fait vous êtes tout seul en train de réfléchir. Donc, pensez toujours à vous aménager en fait des temps importants, donc d'une certaine manière d'interaction avec vous-même, de conversation réflexive avec vous-même, où vous repassez en tête vos idées. C'est les fameux moments de la rêverie où on essaie de se repasser les images, les concepts qu'on a en tête pour essayer de formuler et de faire donc marcher cette mécanique inconsciente de la créativité. Après, évidemment, des moments de réunion en groupe où, à contrario à l'idée un petit peu dominante qui est de dire le brainstorming, c'est le moment où en groupe, on produit tous plein d'idées. Vous n'avez pas besoin d'être en groupe pour produire tous plein d'idées. Vous pouvez faire ça de manière séparée. Par contre, justement, l'intérêt du groupe, c'est au contraire de pouvoir échanger, de pouvoir débattre, de pouvoir s'enrichir auprès d'autres personnes, de pouvoir enrichir les idées des autres personnes. L'idée qui dit qu'il ne faut surtout pas juger pendant un brainstorming, d'une certaine manière, elle est un peu fausse. Au contraire, profitons des gens qui sont là pour débattre, s'enrichir et se confronter avec des idées, par contre, qu'on a commencé à produire, seul. Et puis, dernier point sur les interactions, la question de l'expertise, la question de l'évaluation. On se pose souvent la question de quand est-ce qu'on évalue, comment on évalue, avec quels critères, y a-t-il des critères communs pour tous les cas, pour tous les sujets. En fait, non, à chaque fois, il faut réadapter les critères et puis l'expertise
au contexte du projet pour lequel on travaille. Et moi, j'essaie toujours d'expliquer que l'expertise, c'est pas là pour sanctionner, c'est pas là pour supprimer des possibilités et en laisser passer d'autres. C'est encore une fois plutôt une occasion de créativité, de se confronter à des experts qui vont nous aider, bah oui, à faire switcher, à faire pivoter parfois une idée qui est pas bonne en l'état, mais qui, pour des raisons de faisabilité et grâce à l'expertise de quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine précis, peut du coup pivoter et devenir une idée relativement pertinente sur de la faisabilité, sur du business model, etc. Donc toujours aménager également des temps d'expertise un peu en dehors de ces phases collectives d'échange et d'enrichissement, où on parle justement de la validation, de la non-validation et de comment on peut arranger, modifier et faire évoluer les idées pour qu'elles soient pertinentes, puisque il faut le rappeler, les problèmes en entreprise ne sont pas la production des idées, la génération des idées. Ça, tout le monde sait relativement le faire. Le problème, c'est celui de l'acceptation en fait de l'idée par l'entreprise. Combien de projets sont restés dans les cartons, n'ont jamais vu le jour parce qu'ils n'ont pas été raccordés après à l'intérieur d'une entreprise. Donc en fait, c'est surtout là-dessus qu'il faut mettre le plus d'efforts. Maintenant, vous allez avoir le droit d'ouvrir vos sachets de Lego. On va commencer la partie expérimentation. Alors, vous avez des sachets individuels. Donc, ces sachets, c'est des Lego Serious Play. Pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà expérimenté cette méthodologie, c'est une méthodologie particulière qui est basée sur les Lego et qui a été conçue par Lego et le MIT. Donc, vous avez tous exactement le même sachet, avec exactement les mêmes pièces, et on va vous demander de construire différentes choses. Donc, typiquement, en fait, dans cette méthodologie, en effet, la majorité des méthodologies, le jugement peut arriver à un certain moment. Dans certaines séances de créativité, moi j'ai plutôt tendance à dire qu'au début, on ne va pas être sur le jugement, mais on juge, mais d'une manière constructive et en posant les bonnes questions et en aidant l'autre à se poser les bonnes questions. En fait, on est dans le jugement, mais constructif. Je pense que c'est ça en fait qui est le plus important. Donc, vous êtes prêts ? Construisez une tour, la meilleure pour vous. Vous avez 3 minutes pour construire une tour, la meilleure tour pour vous. Ce que je vous propose, c'est de tous essayer de lever au-dessus de vous la tour que vous avez construite. J'espère qu'elle est solide. Et on va prendre une photo de toutes vos constructions. Vous êtes prêts pour la deuxième construction? Alors, soyez bien attentifs. Vous allez avoir besoin de la détruire. Eh oui, la frustration fait partie du processus de créativité. Déconstruction, reconstruction. Construisez à l'identique ce que vous voyez à l'écran. Donc, il y a 2 vues de la même construction. Super. Est-ce que ça a été facile pour tout le monde? Moyen quand même. Bon, vous avez quand même réussi à tous, ou presque, construire faire cette construction. Bon, sachez que normalement cet exercice il n'est pas timé. Normalement, ce deuxième exercice de construction à l'identique, on ne le time pas. Enfin, on le time parce que sinon on pourrait finir la session dessus. Et puis donc on va passer. Je vais vous demander de pareil, si vous avez terminé ou même si vous n'avez pas terminé, de lever la construction au-dessus de vous. Et on va faire une photo. Super. C'est bon pour les photos. Donc, dernière construction, et pas des moindres. Alors, concentrez-vous bien. Vous allez avoir 3 minutes. Patoum, je te laisse passer
sur le dernier exercice. Et là, on va passer dans la métaphore. Construisez un totem qui vous représente. Top, c'est parti. 3 minutes. Dès que vous pensez avoir fini, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse venir vous voir. Oula, il y en a qui ont déjà fini. Il vous reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes pour construire un totem qui vous représente. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait? Bonjour à tous. J'ai la tête dans les nuages, donc j'ai une hélice au-dessus de la tête et je m'envole. Super, merci. Qui d'autre a fini? Alors, il nous reste combien de temps? Il va bientôt nous rester plus qu'1 minute. Alors, ce totem, ça avance? Est-ce que ça travaille un peu devant? Plus Pas qu'1 facile, minute. Ah, je pense que quelqu'un a terminé. Je m'approche. Moi, je me bats pour l'énergie verte. L'énergie de la planète. Super, merci. Ah, encore une autre qui est déjà terminée. Alors, qu'est-ce que c'est? J'aime bien voir loin, dans le futur. D'où les petits yeux en haut, alors. Super. Attention, plus que 10 secondes. Hop, c'est fini. Alors, merci, on lève les bras. Levez-nous tous l'avatar. Super. Bon, alors, comme ça, a priori, il n'y en a aucune qui sont identiques. Exactement. Donc voilà, Patoum, tu vois, c'est aussi possible d'avoir des idées toutes différentes. Effectivement, puisque c'est un avatar qui vous représente, vous le faites à partir de vos connaissances, votre expérience. Et donc c'est là que c'est intéressant de voir à la fois où sont les différences, mais aussi où sont les similarités. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as construit, Yvon? J'ai construit un avatar très simple, c'est un point d'interrogation, parce que je me pose toujours plein de questions jusqu'à ne jamais trouver la bonne. Merci. Qui d'autre veut nous raconter un peu ce qu'il a construit? Derrière moi? Ah. Si vous voulez, alors cette grosse chose-là est toujours en mouvement, toujours connectée, très verte, très à l'écoute du monde dans son ensemble, c'est pour ça qu'il est très large. Merci. Alors, qui d'autre veut raconter un petit peu ce qu'il a construit? Bonjour à tous. Alors moi j'ai fait un totem qui me ressemble. Enfin, j'essaye. Moi j'adore la symétrie, donc j'ai essayé de faire quelque chose de très symétrique, très en hauteur. J'ai aussi essayé d'utiliser tous les petits éléments que j'avais. C'est peut-être un défaut, mais voilà. Merci beaucoup. Allez, je passe à la personne en dessous. J'ai mis des yeux mobiles pour pouvoir voir partout et pouvoir tout contrôler, parce que j'aime bien tout contrôler.
J'aime bien la symétrie et aussi l'asymétrie et l'asymétrie. Donc j'ai fait une base symétrique pour qu'elle soit robuste et puis le reste en asymétrique en haut pour la complémentarité. Merci. J'arrive. Alors, moi j'ai fait un totem qui Je utilise- filme comme ça, on pourra vous partager la vidéo après. Hein. J'arrive. Donc j'ai fait un totem qui utilise toutes les pièces, parce que j'aime bien me donner les moyens de réussir, qui est très symétrique parce que j'aime que les choses soient carrées, et qui va très haut parce qu'il faut avoir un petit peu d'ambition. Merci beaucoup. Alors après, En fait, c'est un totem qui se regarde un peu de deux points de vue, hein, de ce point de vue-là ou de celui-ci. En fait, c'est un peu la même chose. Et puis, il est à la fois à l'équilibre et en déséquilibre. Voilà. merci. Qui d'autre veut nous raconter ce qu'il a construit? Bon, il y en a qui rigolent et qui se cachent les yeux, du coup, je vais aller les voir. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous raconter ce que vous avez fait? J'ai fait un totem qui pouvait surveiller les gens et qui vole avec son hélice au-dessus de la tête. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez nous raconter ce que vous avez fait? J'ai fait un totem qui a une vision 360 et qui est toujours un petit peu en marge de la société. Alors comme vous, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? D'accord. De ce côté-là, avant que je ressorte. Moi, j'ai pas vraiment fini, j'avais pas une grande idée, mais à ce que je vois, ce que j'ai créé, c'est une sorte de petite forteresse, parce que je suis quelqu'un de très protectrice, donc je pense que ça traduit ça, voilà. Mais c'est pas achevé. Alors quelqu'un d'autre qui a envie de partager? Ah, c'est plus facile ce rang là, il y a plein de places. Vous voulez partager avec nous ce que vous avez construit? Il n'est pas très original, il est symétrique et pour moi c'est plutôt un totem volant. J'ai mis des réacteurs sur les côtés. Super. Merci beaucoup. D'autres personnes? Alors moi j'ai construit un totem parce que j'ai toujours plein d'idées qui sortent de ma tête et qui explosent, mais en fait comme dans la vraie vie j'ai galéré à trouver les pièces et à les faire tenir ensemble quoi. Super, alors du coup vu que je suis loin, je ne sais pas du tout au niveau timing où on en est. On peut en prendre encore deux? Ok. Pardon. Alors qui d'autre? Ok. Alors moi j'ai construit un totem qui voit loin. Un totem qui voit loin, donc il skie sur Mars. Voilà. Il skie sur Mars? Il skie sur Mars. D'accord. Eh. Encore un autre? Derrière moi? Ah oui, tout au fond, pardon, j'arrive tout de suite. Alors, je sens que ça va être drôle. Merci. J'ai laissé parler ma créativité intimiste, n'est-ce pas? Et j'ai fait une espèce de création cosmique et mystique. Où vous voyez, je me suis représenté tout en haut du totem. Et n'est-ce pas, quand il souffle dessous, ça tourne, n'est-ce pas? C'est le mouvement perpétuel, en quelque sorte. Voilà. Super, merci beaucoup. On va faire une Bon, allez, photo avec tous vos totems. J'en fais une dernière? J'ai le temps? Vas-y, Une allez. petite dernière? Allez. Tu le vois? Tout simplement, c'est un petit bonhomme, c'est moi, qui arpente le chemin, qui monte, qui voit loin et voilà, qui profite du monde. Merci. Du coup, on va faire une photo? Allez. Tous les totems bien en évidence, la main en l'air. Bon, comme vous avez remarqué, vous avez tous construit des choses complètement différentes, même s'il y a des idées qui se rapprochent avec le regard, le fait de voir un regard à 360, de voir loin.
on a des constructions qui sont toutes complètement différentes. Et c'est ça en fait qui fait la force de ce genre d'interaction et d'atelier. C'est que bien qu'on soit... voilà, on a exactement les mêmes pièces et pourtant vous avez tous construit des... Il n'y en a aucune qui est identique. J'ai fait le tour et il n'y en a aucune qui est identique. Donc c'est super. C'est top. Bravo à tous. Bon, j'espère que... Est-ce que certains d'entre vous... Comment vous avez vécu cette expérience? Est-ce que c'était facile pour vous tous? Est-ce que vous avez senti des moments où c'était pas évident? Est-ce que pour vous, du coup, la créativité, c'est quelque chose qui a l'air simple? Ou au final, au travers de ce genre d'exercice, on se rend compte que c'est pas toujours évident? Comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu cet exercice? Alors, c'était particulièrement intéressant, mais ça m'a montré une fois de plus qu'on vit dans une époque où on a besoin plus que jamais de donner le temps au temps et de privilégier le processus créatif en lui laissant la respiration nécessaire pour qu'elle puisse s'exprimer et que le meilleur puisse en sortir. Merci. Donc voilà, merci à tous pour cette participation. Vous avez construit des trucs super. Vous pouvez évidemment garder les Lego pour chez vous. Ceux qui n'en ont pas eu, ceux qui n'ont pas eu de sachet, n'hésitez pas à en récupérer un en sortant. Voilà, donc il reste jusqu'à la fin de la journée, vous pouvez en récupérer.